Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, passez une bonne semaine, un bon week-end. Écoutez, donc aujourd'hui on fait le point hebdomadaire comme d'habitude sur la crypto-monnaie, l'actualité économique. Donc on va parler du Bitcoin, VeChain, un peu de XRP, de Ondo également parce qu'il y a des bonnes nouvelles, notamment sur Ondo en partenariat avec désormais JP Morgan et compagnie. Donc ça commence à sentir le lourd pour le RWA, mais c'est pas une nouveauté, hein, je vous en parle depuis quand même un petit moment du RWA, et ben ça se confirme sur le plan concret. Donc c'est vraiment très intéressant ce qui est en train de se passer. Et on parlera également en fin de vidéo des actualités crypto plus générales, économiques et des choses intéressantes à dire, notamment du point de vue des Américains, économique, politique aussi un petit peu également, parce que tout est lié. Et également faire le parallèle avec nous, l'Europe et la France, et pas de spoiler, hein, ça va pas aller en s'arrangeant pour nous, clairement. Et après, on fera le point sur le cours de l'or, le pétrole, le CAC 40, etc. Où là, on voit que c'est les bonnes nouvelles, puisque tout est en train de repartir à la hausse, hein. Alors, ça temporise un peu là en ce moment, cette fin de semaine, on va dire ce week-end, mais globalement, on voit qu'on a repris de belles couleurs. Bon, allez, écoutez, si vous êtes chaud, vous êtes à prendre un petit café, restez avec moi jusqu'au bout de la vidéo et puis c'est parti. On commence avec les ETF Bitcoin Spot et le rapport de Farsight de Investors. Donc vous voyez que là, on est toujours dans le positif. On a eu une seule journée, donc le 13 mai, qui porte bien son chiffre, hein, le 13, avec des sorties, donc c'est clairement de 91,4 millions de dollars, mais sinon tout le reste, nous sommes en positif. Donc on voit bien que là, on est en train de s'approcher du nouveau palier record qui est de 42 milliards, hein, clairement, parce que là, on a 41,7 milliards de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot. Donc on voit bien que l'intérêt pour le Bitcoin de la part des institutionnels continue vraiment de grossir. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, maintenant, les ETF Ethereum Spot. Alors là, c'est intéressant parce que Ethereum est reparti là. Alors c'est vraiment marrant parce que j'ai fait le point, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, où je disais Ethereum, c'est vrai que j'y crois pas. J'y crois toujours pas au niveau technique, hein. Je suis désolé pour les personnes qui sont à fond sur Ethereum, mais au niveau technique, vraiment, j'ai du mal à rentrer sur le projet parce que je trouve que c'est brouillon. Et voilà, je peux me tromper clairement, mais en tout cas, les faits ont démontré que j'avais tort, puisque les Ethereum a refait un bull run là, de je sais plus combien de pourcents, 40, 50, 60% sur une semaine. Enfin, ça n'était pas arrivé depuis très longtemps et a rassuré tout le monde. Et c'est même pour certains le départ de la altcoin season. Voilà. Donc on voit bien que Ethereum a tiré vraiment l'ensemble des altcoins. Donc c'est le roi des altcoins. Mais le roi, le grand Manitou suprême, ça reste toujours le Bitcoin, bien évidemment. Donc qu'est-ce qui se passe? Après, c'est là où c'est intéressant. Par contre, sur les ETF Ethereum Spot, eh bien là, c'est pas folichon quand même. C'est-à-dire qu'on voit quand même qu'on a eu des journées entrantes, des journées sortantes en termes de capitaux, hein. Vous le voyez par vous-même là dans le tableau. Et on est toujours sur un ratio à la fin, au final, enfin sur un montant de 2,5 milliards de dollars injectés sur les ETF Ethereum Spot. Donc, en tout cas, le prix qui a été attiré à la hausse, là, qu'on a vu, la remontada exceptionnelle d'Ethereum, c'est pas lié à l'afflux de capitaux sur les ETF Ethereum, ça c'est clair, on le voit bien ici. Donc, c'est pas forcément les institutionnels qui ont porté le flambeau, ou en tout cas pas par la voie des ETF. Donc là, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Donc peut-être que c'est le retail. Bref, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que effectivement l'attrait pour Ethereum est reparti à la hausse ces derniers temps. Alors après, il reste de la marge quand même pour attraper les niveaux, bon, quand même d'il y a 2 ans, avec entre 3 et 4 000 dollars. Donc on voit bien quand même qu'on a pris du plomb dans l'aile, hein. Mais la performance reste quand même incroyable, hein, parce qu'on est passé quand même de 2000 dollars à 2500 dollars en quasiment ligne droite. Bon, allez, je continue avec le Bitcoin, donc avec un article de cryptost.fr. Le Bitcoin flirte avec ses sommets historiques, mais où sont les investisseurs particuliers? Donc on voit bien que là, effectivement, donc le Bitcoin a repassé le cap des 104 000 dollars, et donc c'est vraiment, on le voit, hein, d'après l'article et d'après les recherches Google et le classement des applications crypto, que c'est pas le retail qui a provoqué cette montée en avant, cette hausse des prix, c'est vraiment l'attrait des institutionnels. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose au niveau de l'adoption de masse du Bitcoin et c'est pas porté par
justement la masse, c'est porté par les institutionnels. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est que c'est sur toute technologie, ça commence toujours comme ça. On l'a vu avec Internet, ça a commencé avec les entreprises, avec même le gouvernement, pour finir par déboucher à la fin sur les particuliers. Et là, on est en train d'assister à la même chose, et donc avec un contexte différent, c'est que comme c'est un aspect quand même financier, un peu monétaire aussi, le Bitcoin, les crypto-monnaies, eh bien, on voit que c'est d'abord les geeks, si je puis dire comme ça, vraiment les initiés qui en 2011 ont investi dans le Bitcoin, qui avaient déjà compris à l'époque, les génies entre guillemets, hein, clairement. Ensuite, les geeks, les personnes curieuses, les investisseurs, on va dire early, comme on appelle ça, donc très tôt. Et petit à petit, on a eu ensuite donc les entreprises, donc quelques entreprises par-ci par-là, puis les institutionnels bien plus gros, enfin les gouvernements. Et on n'a pas encore vraiment, réellement la masse qui est dedans, hein, puisque on parle de, je crois, 500 millions de personnes dans le monde qui sont vraiment, qui détiennent de la crypto-monnaie ou qui s'intéressent de près à la crypto-monnaie. Voilà, donc on est très loin, par exemple, d'une échelle d'Internet comme on l'a maintenant actuellement. Bon, allez, donc ça c'est plutôt intéressant. Je continue toujours avec le Bitcoin, avec un article de journalducoin.com. Donc Bitcoin, la banque centrale russe s'extasie devant les performances du Bitcoin. Voilà, donc quand je vous dis qu'effectivement on a un niveau où c'est maintenant les institutionnels, les gouvernements qui s'intéressent au minimum, hein, au minimum s'ils n'en ont pas acheté, au Bitcoin, c'est que carrément la banque centrale russe maintenant commence à faire des louanges des performances du Bitcoin. Et donc qui dit louange, extasie, enfin voilà, sur les performances du Bitcoin, dit derrière intérêt et pourquoi pas achat. Parce que si ça continue comme ça, effectivement, le Bitcoin prend de plus en plus sa place de valeur refuge là, au niveau mondial. Bon, allez, je continue, toujours avec un article de cryptost.fr. 1,53 milliard de dollars, Goldman Sachs accentue son exposition aux ETF Bitcoin Spot de BlackRock et Fidelity. Voilà ce que je vous dis. Donc on voit à l'image des autres investisseurs institutionnels, Goldman Sachs renforce ses positions sur les ETF Bitcoin. Et donc voilà. Donc on voit bien que là, les banques, les financiers, tous ceux qui en fait commencent à étudier le Bitcoin de près ou de loin, une fois qu'ils l'ont étudié, eh bien se ruent sur le Bitcoin. C'est toujours comme ça devient presque banal si je vous dis. Et là, j'ai un autre article de cointribune.com, l'élite mondiale se rue sur le Bitcoin selon Eric Trump. Donc, pour le meilleur et pour le pire, bien évidemment. Donc, l'élite mondiale, c'est quoi? Ben, c'est les entreprises, les chefs d'entreprise, les milliardaires, les millionnaires, enfin, vous connaissez la chanson, toujours pareil, qui forcément, avec l'argent qu'ils brassent, ont une armée d'avocats, ont un minimum, si c'est pas les fils à papa, maman qui ont hérité de l'argent comme ça, voilà, ou qui ont une formation même en investissement, etc., en la finance, eh bien, ces personnes-là ont quelque part des compétences financières que la personne moyenne n'a pas. C'est normal, puisqu'ils sont formés et ils ont été baignés là-dedans. Bon, donc c'est pour ça que déjà, ici, quand on voit l'élite mondiale se ruer sur le Bitcoin, ça veut dire qu'ils ont été conseillés d'aller dans le Bitcoin. Ça veut dire qu'ils ont étudié le Bitcoin. Bon. Vous voyez, donc c'est à Toronto, lors du consensus 2025, Eric Trump a révélé qu'une véritable ruée mondiale vers l'accumulation de Bitcoin est en cours. Donc ça, c'est des choses qui n'apparaissent pas encore, sont en train de se dérouler. On ne sait pas tout, hein. On le sait, la finance aujourd'hui mondiale, l'écosystème économique mondial, c'est nous, on va dire la masse, hein. On voit vraiment le sommet de l'iceberg. Et ça représente peut-être 5 à 10% de ce qui se passe réellement dans les coulisses. Bon, donc si vous avez une personne comme ça qui dit, eh bien effectivement, en coulisses, moi, je vois ci, je vois ça, parce que Rick Trump, hein, forcément, est là-dedans, eh bien, il doit halluciner, donc doit se dire, ok, mais il va se passer quelque chose, en fait. Donc on va avoir un véritable choc entre l'offre et la demande, c'est ça que ça veut dire, parce que tous les millionnaires, milliardaires, les banques, les machins, enfin, je me répète, hein, se ruent en masse sur le Bitcoin. Donc c'est peut-être pas le moment de vendre ces Bitcoins, encore une fois. Voilà, je dis ça parce que je vois la moindre baisse du Bitcoin, ça repart en panique. Bon, c'est dommage parce que quand on prend du recul, on voit qu'effectivement, il se passe des choses très intéressantes et presque c'est facile. Je veux dire, c'est facile d'investir dans le Bitcoin. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, avec le contexte qu'on a entre l'adoption de masse des élites, des institutionnels et l'adoption gouvernementale, la réserve stratégique
du Bitcoin à échelle fédérale aux États-Unis, les deux réserves stratégiques désormais indirectes et directes de l'Arizona et je ne sais plus quel État, là, New Hampshire, je crois, à l'échelle locale aux États-Unis, qui eux ont déjà carrément, concrètement signé et validé ces décrets. Enfin, bon, continue comme ça toute la journée, quoi. Voilà. Et donc, là aussi, pareil. Donc là, vous avez le CIO, vous voyez, Matt Hougan de Bitwise. 95%, très intéressant ce qu'il dit, 95% de tous les bitcoins sont déjà quelque part achetés, ont déjà un propriétaire. Et 95% de l'argent qui peut être investi au niveau mondial ne possède pas encore de bitcoin. Donc, sous-entendu qu'il va y avoir un véritable choc entre l'offre et la demande, tout simplement. Voilà, et ça, c'est quand même le CIO de Bitwise. Bon, je continue. Voilà, là j'ai un tweet d'Henri. Donc, acheter du Bitcoin, très intéressant. Aujourd'hui, c'est comme en fait investir sur Internet dans les années 1999, avant même la bulle d'Internet des années 2000. Voilà. Donc, on en est là, en fait. Et vous avez 250 millions d'utilisateurs de Bitcoin aujourd'hui en 2025. C'était l'équivalent de 248 millions d'utilisateurs d'Internet dans les années 1999. Vous voyez, on en est là. Donc, quand je vous dis qu'effectivement, là, c'est vraiment les entreprises institutionnelles qui portent l'adoption et que les particuliers ne sont pas encore rentrés vraiment là-dedans, parce que X raisons, c'est trop compliqué, ça reste encore nébuleux, dangereux, on est encore sur la phase le Bitcoin c'est pour les criminels, en plus les médias, surtout en France, n'aident pas du tout sur ce pan-là, parce qu'ils n'ont rien compris quand j'entends les journalistes parler sur certains plateaux télé, mais vraiment j'hallucine quoi. Je dis, est-ce que vous avez vraiment étudié la question? J'hallucine. Bon, donc, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Et surtout, là, pour la suite des choses, alors je parle surtout du présent court terme. Eh bien là, j'ai un tweet de CryptoBusy qui fait le screenshot simplement du graphique entre l'accumulation par les personnes, donc les baleines, comme on dit, et les requins, c'est-à-dire c'est les personnes qui ont entre 10 et 10 000 bitcoins dans leur portefeuille. Ben, qu'est-ce qu'ils font, ces personnes-là? Ils en ont beaucoup. Ils pourraient en vendre un peu quand même. Ben non, ils accumulent encore. Et encore une fois, les baleines, les requins, comme on appelle ça, alors, les requins, je crois que c'est 10 bitcoins, et les baleines, c'est entre 5 000 et 10 000. Bon, à peu près. Eh bien, ils continuent d'accumuler, et généralement, ce sont justement les élites. Parce qu'il faut avoir les moyens quand même d'acheter entre 10 et 10 000 bitcoins dans son portefeuille, et c'est les élites. Donc ça revient un peu à l'article de ce que je vous disais avec Eric Trump, en déclarant qu'il y a une véritable ruée des élites sur le bitcoin et des institutionnels sur le Bitcoin. Et contrairement à ça, c'est d'autant plus contrastant avec la courbe ci-dessous, là, en rose ou rouge, je sais pas, où vous avez en fait les shrimp, comme on appelle ça, c'est les crevettes. Bon, c'est pas moi qui donne les termes, hein, vraiment c'est communément appelé comme ça, mais les crevettes du coup avec 0,1 Bitcoin ou moins. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vendent leur Bitcoin. Les crevettes, elles vendent leur Bitcoin. Voilà, donc toujours pareil, dès qu'il y a une petite baisse, où en fait les personnes qui n'ont pas initié réellement, qui n'ont pas des connaissances fortes en finance, et personne ne peut leur en vouloir. Par exemple, en France, on n'a aucune éducation financière. L'éducation financière, c'est les personnes sont obligées de se la faire soi-même, en tout cas en France. Et en plus, il y a le tabou français sur l'argent. On voit bien que quand on demande combien gagne une personne, ça tique un peu, ça c'est pas dans les mœurs. Voilà, donc plutôt que d'apprendre, encore une fois, hein, plutôt d'apprendre l'éducation sexuelle à 5 ans, on ferait mieux d'apprendre les gamins à gérer un budget et à l'aspect de l'éducation financière, tout simplement. Parce que derrière, on voit que effectivement, c'est toujours pareil, et on revient aussi à l'éternelle opposition entre le riche et le pauvre, en fait. Alors que tout le monde devrait avoir les mêmes armes, on va dire, en sortant de l'école primaire ou de l'école collège ou du lycée, avec une vision d'investisseur presque. Voilà, ou de prendre soi-même par la main en disant bah, je vais investir pour moi-même, pour ma retraite. J'attends pas que ce soit l'État qui paye ma retraite parce qu'aujourd'hui bah, le système est plus viable ou qu'on est en train de nous taxer dans tous les sens, parce que
Bref, X raisons, quel que soit le bord politique, peu importe. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, au final. Tout simplement. Et donc là, on voit, voilà, ça a beaucoup plus d'impact, ce graphique, qu'on ne le pense, même sur le plan politique, philosophique, tout ce que ça veut dire derrière. Bon. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, il me permet de vous passer. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que là, malgré un pic du Bitcoin dans les 104 000 $, au-dessus des 100 000 $, eh bien, les baleines continuent d'accumuler. Donc, prévoit encore une belle performance du Bitcoin à l'avenir sur le court moyen terme. Voilà ce que ça veut dire. Alors que les crevettes se disent, bah, 100 000 $, c'est bon, c'est fini, le Bitcoin, là, on va avoir la bulle, bah, ça va se péter la gueule, je vends, etc. Voilà. Bon. Donc, personnellement, je pense aussi que le Bitcoin n'a rien donné encore. Le Bitcoin n'a rien fait encore par rapport à ce qui pourrait être. Justement, quand on voit l'engouement et le choc entre l'offre et la demande, je pense que le Bitcoin va aller beaucoup, beaucoup plus haut. C'est mon avis personnel, hein, je répète. Pas conseiller financier, ni en investissement, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne fais qu'à donner mon analyse et en fonction justement des chiffres et de ce qui se passe au niveau macroéconomique et économique. Voilà, donc je pense que le cycle actuel, vraiment, et en plus quand on superpose à tout ça, la macroéconomique mondiale, avec la politique mondiale et le bordel ambiant, entre les guerres, la crise des dettes et tout le tralala qui résulte de tout ça, et comme le Bitcoin c'est la valeur refuge désormais par excellence, même devant l'or, je m'avance un peu peut-être, mais quand je vois le comportement, je pense même devant l'or, eh bien ça a pété, voilà. Peut pas dire mieux, ça va péter. Et d'ailleurs, je ne vais pas montrer l'article là, mais je rappelle, alors je sais plus si c'est Goldman Sachs ou Bloomberg, il me semble, qui sur leur graphique, ils ont changé l'échelle de valeur. C'est-à-dire que maintenant, ils ne parlent plus de 0 à 100 000, avec un Bitcoin qui est à 100 000 $, ils parlent de 0,1 million. Sous-entendu qu'on pourra aller plus loin, en gros, et que le Bitcoin, désormais, est sur une échelle de valeur de plusieurs millions de dollars. Voilà. On en est là au niveau institutionnel. On en est là. 100 000 $, c'est la porte d'entrée maintenant. Voilà. Bon. Allez, je peux pas vous dire mieux, quoi. Pour la suite des choses, sur ce que je pense de positif là-dessus. Allez, je continue maintenant avec VeChain, hein. Vous connaissez la chanson, donc je passe à VeChain, et notamment, regardez, bonne nouvelle, hein, pour la suite des choses et pour le développement de VeChain, puisque l'audit sur le testnet de Galactica a été réussi avec brio. Alors, il y a eu 2 audits, si j'ai bien compris, qui s'est déroulé en plusieurs phases. Donc, vous voyez, donc l'équipe de développeurs qui a travaillé sur le testnet de Galactica, en fait, c'est fait en 3 parties apparemment, et donc le code a été audité tout simplement, hein, avec de très bons résultats. Voilà. Donc c'est le groupe NCC qui n'a pas trouvé de faille critique et a même dit que c'était un code de qualité. Donc on voit que là, l'équipe de développeurs de VeChain est vraiment très compétente, parce que c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de panne sur VeChain, à ma connaissance en tout cas, ni de problème majeur. Donc ça, c'est très positif pour la suite des choses. Je rappelle donc que là, la phase Galactica du projet Renaissance pour VeChain est en phase de testnet, ça se passe très bien, et que je rappelle que la phase Galactica mainnet devrait du moins être mise en place le 1er juillet. Exactement. Donc, c'est quand même, ça se rapproche à la date pour le projet Renaissance de VeChain. Allez, je continue toujours avec VeChain. Et deuxième information pour VeChain, c'est que l'activité de développement a encore explosé là, durant ce mois-ci, puisqu'on a plus 1240% pour VeChain. Vous voyez, donc là, on voit que VeChain, depuis plusieurs mois, et je pense que c'est porté avec la plateforme VBetterDAO, bien évidemment, eh bien, n'arrête pas de faire exploser les compteurs sur l'activité de développement. Et c'est pas étonnant, parce que derrière, après, il y a des bonnes nouvelles, des bonnes informations comme celle-là, où on a un partenariat désormais entre VeChain et Nubila. Alors, Nubila, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui est désormais disponible sur la plateforme VBetterDAO, vous connaissez. Et leur principe, c'est ils ont créé carrément un système. Alors, ils appellent ça le Marco. Ils appellent ça Marco. Alors, je vais vous montrer. Il y a des images et tout, hein, c'est très intéressant. Et donc, vous avez une application qui permet simplement de lire la météo, mais en temps réel, avec au milieu la blockchain. Donc, on est vraiment sur l'aspect de l'Internet des choses connectées. Voilà. Et là, VeChain, c'est vrai que c'est intéressant. Ils sont vraiment en train de se spécialiser dans ce secteur-là,
qui est un narratif à lui tout seul au sein du RWA. Donc, je dirais que c'est un sous-narratif du RWA, où vous avez l'Internet des choses connectées, par exemple comme les maisons connectées, vous savez, avec toutes les données, les datas, etc. Ce que vous pouvez faire avec tout ça. Et donc, imaginez que tout ça soit retranscrit dans la blockchain, eh bien, c'est impacifiable, transparent, enfin, etc. Et donc, le principe de Nubila Network, c'est de baser sur la météo. Donc, ils ont créé le Marco. Alors, le Marco, c'est ça, vous voyez. C'est une sorte de machine avec une sorte, un peu une parabole à la Starlink, clairement. Et donc, si vous branchez ça chez vous, eh bien, derrière, vous êtes récompensé en crypto-monnaie en échange de données fiables de la météo à l'endroit où vous êtes. Et ça permet tout simplement d'avoir une échelle de météorologique infalsifiable, ultra transparente et ultra performante à l'instant T. Tout simplement. Et c'est plus du tout comme, vous savez, les prévisions météorologiques là. Imaginez qu'on vous dit toujours à la télé, et puis une fois sur deux, en fait, non, c'est pas ça. Bon, donc là c'est fini, c'est vraiment en temps réel, vous avez le temps exact de la région de façon extrêmement précise. Et en échange, là ça devient intéressant, eh bien vous êtes récompensé en B3TR, mais aussi en IOTX, puisque c'est un projet également qui travaille avec le IOTA ou IOTX, j'ai peut-être n'importe quoi. Bref, j'ai vu les notes crypto-monnaies, bon voilà, vous vérifierez par vous-même, mais c'est là où on voit vraiment le potentiel incroyable que représente VeChain, notamment avec sa plateforme VBetterDAO, et ça rappelle aussi le principe des panneaux solaires. Donc il y a les panneaux solaires, je rappelle, il y a SolarWise, donc c'est un projet sur la plateforme VBetterDAO, qui rappelle un peu ce système-là, mais cette fois sur les panneaux solaires qui ont été donc, alors il y en a au Brésil, il y en a en Suisse, désormais je crois qu'ils vont créer un autre projet en un autre pays là. Encore, ou si vous achetez des NFT de ces panneaux solaires sur la plateforme VBetterDAO ou sur l'application de SolarWide, eh bien vous êtes récompensé en retour déjà d'électricité que génèrent donc ces panneaux solaires sur la vente, et également en B3TR parce que le projet reçoit des fonds toutes les semaines. Voilà. Donc on a un niveau où en fait je pense que VeChain est en train de devenir le leader, vraiment l'écosystème en tout cas leader sur tout ce qui est le IoT, Internet of Things, dans le sous-narratif du RWA. Voilà. Et c'est vrai que ça c'est une très bonne nouvelle. Le seul truc qui est vraiment dommage, c'est qu'on voit que VeChain est en train de changer un peu sa voix par rapport à son essence même de base, qui était de lutter contre la contrefaçon et d'assurer la transparence des données à l'échelle industrielle des entreprises. Donc on voit bien qu'en fait, depuis 2021, il me semble que le dernier vrai partenariat officiel entre VeChain et une entreprise, c'était Salesforce. Alors, c'est un énorme partenariat, on est d'accord, mais depuis 2021, il ne s'est rien passé, on n'a pas eu de nouvelles sur les partenaires industriels. On est d'accord? Et donc, je pense que soit ils ont eu des difficultés à avoir de nouveaux partenaires, soit à mettre en place, à concrétiser ces partenaires avec des choses concrètes sur le terrain en mettant en place VeChain directement dans l'entreprise. C'est possible parce que c'est vrai que les entreprises le plus... alors personnellement, je bosse, enfin j'ai bossé en tant que dans les industries avec mon travail anciennement, hein, j'étais ingénieur, donc je connais à peu près le système industriel. Voilà. Et c'est vrai que la tendance des entreprises, c'est de vouloir créer leur propre système. C'est pas forcément de vouloir importer, en tout cas pour les grosses sociétés qui ont les moyens, pas pour les petites PME, ça c'est autre chose, mais pour les grosses sociétés, c'est plus facile de créer leur propre système à leur sauce pour mélanger tout ce qui est qualité, logistique et tout, plutôt que d'importer une société qu'elles connaissent plus ou moins bien, voilà, sauf s'il y a le réseau qui joue au milieu, voilà, pour importer quelque chose. Peut-être que VeChain a été confronté à ça. Bon, et donc, ils ont fait un revirement de situation, ils ont dit, allez, bah, finalement, on se concentre sur la traçabilité, le RWA de l'Internet of Things, etc. Et donc, ils ont fait leur white paper 3.0 hein, en partenariat avec Boston Consulting Group, on l'a vu derrière. Bon, en tout cas, la vision de aujourd'hui, le VeChain, franchement, là-dessus, ils ont bien rebondi. Toujours au taquet, hein, clairement, quand on voit le genre d'applications qui sont en train de sortir. Et donc, c'est pas étonnant que derrière, ça y est, on a dépassé les 8 millions d'adresses, on les a fait péter, déjà exploser. De nouveaux portefeuilles sur l'écosystème de VeChain. Regardez-moi quand même, c'est une dinguerie, c'est-à-dire que là, début 2025, nous étions à 5 millions d'adresses. C'est-à-dire que là, en 6 mois, on a vraiment pété les compteurs. C'est une folie quand même quand on y pense.
Donc là, VeChain, l'écosystème est vraiment en train d'exploser, là, ça fait plaisir. Mais par contre, c'est pas drivé, voilà, ça revient à ce que je vous disais précédemment sur les partenaires industriels, où VeChain et le VTHO sont vraiment au centre de cet aspect-là. Eh bien, on voit que VeChain n'a pas bougé, enfin, voilà, en termes de nombre de holders, là, on a gagné peut-être 2000 holders ou 1000 holders sur une semaine. Voilà. Alors que pour VTHO, on voit que ça continue de grossir pour le VTHO, donc pourquoi pas. Et c'est surtout, bien sûr, le B3TR qui est en fer de lance de cette adoption de cet écosystème de VeChain. Bon. Donc plutôt intéressant ce qui se passe, mais on voit bien qu'avec l'IoT et le genre de projet comme Nubila, et ça, Nubila, c'est un projet parmi tant d'autres. On comprend bien. Donc c'est intéressant. Voilà. Allez, je continue. Donc, cette fois, j'ai passé à Ondo et notamment tout ce qui est le secteur du RWA en général. Donc, c'est parti avec Ondo Finance. Regardez la nouvelle de dingue. C'est que ça y est, Ondo Finance a annoncé un partenariat avec Chainlink et JP Morgan. Rien que ça. Voilà, donc c'est Kinesis, hein, comme vous voyez, de JP Morgan. Donc, c'est une filiale, en fait, c'est un outil créé par JP Morgan. Donc, une des plus grosses banques américaines, au passage, quand même. Donc le principe de ce partenariat, et c'est pas un partenariat effectivement marketing, là c'est un partenariat concret puisque le but c'est qu'il connecte en fait l'infrastructure de la banque JP Morgan à la blockchain de Ondo et également de Chainlink, voilà, pour créer des bons du trésor entre guillemets et assurer la tokenisation d'actifs. Voilà, donc peut-être pas forcément les bons du trésor, mais en tout cas tokeniser des actifs. Donc et ça, c'est en mode testnet. Donc, on voit bien que là, je vais vous montrer le prochain tweet de Ondo Finance. Donc, c'est la première fois que JP Morgan a construit, en fait, hors de son propre système, une structure, une interface avec une blockchain publique. Voilà. Ça, c'était Fortune Magazine qui a balancé la chose. Bon. Et donc, voilà. Ah si, donc c'est bien les bons du trésor américain, en fait. Vous voyez, c'est écrit ici. Donc, quand je vous dis que le narratif du RWA, c'est le prochain narratif qui va tout défoncer sur son passage, on est en train d'avoir un petit aperçu. Hein. C'est-à-dire que là, on est en train d'assister tout simplement à une révolution de l'économie actuelle, l'économie 1.0, si on peut dire, en une économie 2.0, avec un Wall Street 2.0 et une tokenisation d'actifs totale sur tous les niveaux, au niveau des actions boursières, des bons du trésor américain et autres, parce qu'il n'y aura pas que les bons du trésor américain qui seront concernés, hein, il y aura tous les autres bons du trésor au niveau mondial. Bon, voilà, on y est, quoi. Bon, allez, je continue, cette fois je passe aux actualités RWA, hein. Clairement, avec un article de cointribune.com, crypto, la justice américaine rejette l'accord entre Ripple et la SEC. Alors ça, c'est la petite mauvaise nouvelle, désolé de vous l'apprendre, hein, mais bon, il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans la vie. C'est que, donc on avait un accord là entre Ripple et la SEC, ça c'est vraiment le comble du comble. Et finalement, c'est le tribunal américain qui dit, ouais, votre accord, en fait, il est pas bon, il est pas viable. Et pourquoi? Bah, il justifie ça sur un aspect procédural. Alors là, voilà, on se colle la tête contre le mur, en gros, on se croyait en France, avec toute la paperasse administrative et toutes les procédures administratives. Donc là, on a assisté en temps réel à un vice de procédure, hein, on appelle ça comme ça, puisqu'ils n'ont pas fait les choses comme il fallait apparemment, vis-à-vis de la loi américaine. Donc ils ont fait ça un peu à l'arrache, la SEC et Ripple, et ils se sont fait taper dessus par la justice américaine. Donc ils ne pourront pas faire cet accord qui stipulait, je vous rappelle, hein, que Ripple devait payer 50 millions de dollars donc, à la SEC pour dédommagement entre guillemets, et puis clôturer le dossier. Initialement, c'était 125 millions de dollars, je vous rappelle. Donc bon, bah, tout est à refaire en fait au niveau de l'accord. Après, ils vont peut-être enfin, c'est qu'une question de temps, je vous rassure, tout le monde est d'accord, donc ça y est, tout le monde a envie de passer à autre chose, mais ils vont peut-être devoir refaire les choses dans la procédure légale, en gros, donc ça va prendre du temps, parce qu'en plus c'est la paperasse, c'est administratif, on connaît surtout en France, on est champion du monde, mais aux États-Unis apparemment ça a l'air d'être aussi sympa quand même l'administratif. Voilà, donc il va être un peu patient pour vraiment assister à un accord final officiel entre la SEC et Ripple, même si officieusement c'est déjà réglé, puisqu'on a eu le PDG de Ripple qui a carrément fait une intervention en disant bah ça y est c'est fini, Ripple a gagné en gros. Bon, mais
légalement et officiellement, il y a encore des choses à faire. Allez, je continue avec le journalducoin.com, smart contract et tokenisation, les banques centrales ont le béguin pour la blockchain. Voilà, donc là c'est la BRI, donc la Banque des règlements internationaux, donc carrément, si on peut dire la banque des banques, bon, vulgairement, qui est en train en fait de tester sur la blockchain Ethereum. Ah, vive tous les pro Ethereum là, vont être contents. Justement les transactions avec les smart contracts et la tokenisation. Donc s'ils trouvent un moyen d'avoir des paiements rapides et sans frais de transaction sur Ethereum, bah, ce sera joué. Sinon, ben, voilà. Alors, je crois qu'avec la mise à jour Spectra, il y a eu des très fortes améliorations de la baisse des coûts de frais de transaction. Il faudrait que je me repenche là-dessus. Mais Ethereum est en train de sortir son épingle du jeu quand même là. Là, c'est bien. Bon, en tout cas, voilà, bonne nouvelle hein, bien sûr pour la tokenisation de l'actif. Ensuite, j'ai un article de cointribune.com. RWA, toujours Vanek, lance un fonds tokenisé adossé à des titres du trésor américain. Voilà. Des nouvelles comme ça, toutes les semaines, c'est toutes les semaines comme ça. Ça devient banal. Quand je vous dis que ça devient banal, c'est vraiment ça. C'est que toutes les semaines, on a un institutionnel qui brasse plusieurs trillions de dollars. C'est même pas des milliards, c'est des trillions de dollars. Et qui dit, ah ben on a mis ça en place pour le RWA, pour la tokenisation d'actifs et compagnie. Voilà. Donc, c'est qu'une histoire de temps avant qu'on ait vraiment le flip de switch. C'est-à-dire, on est l'interrupteur qui balance l'argent directement dans le RWA, c'est-à-dire l'économie traditionnelle vers l'économie du Web 3.0 avec la blockchain et compagnie. Allez, je continue. Donc là, j'ai un article de cryptost.fr. Quand le dollar perd le contrôle du robinet pétrolier à cause des cryptos. Les Émirats Arabes Unis intègrent les crypto-monnaies dans leurs transactions pétrolières, menaçant ainsi la domination du dollar. Alors, faut pas non plus que ce soit trop inquiet, puisque si on passe, on laisse tomber le dollar et qu'il passe sur des crypto-monnaies, ils vont forcément passer par des stablecoins. Or, la dominance du stablecoin comparée à une monnaie traditionnelle, c'est le dollar. Donc, ils vont peut-être délaisser le dollar réel, mais ils vont se baser sur un stablecoin indexé, donc une crypto-monnaie indexée sur le dollar. Donc, bon, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir encore pour les États-Unis sur cet aspect-là. Après, par contre, s'il commence à exister, et c'est le cas, hein, notamment on voit, je dis ça pour vous donner un exemple, mais bien sûr que c'est de la rigolade, il y a le EUR, c'est-à-dire le stablecoin indexé à l'euro, mais même pas en rêve, vous voyez où je veux venir, que les Émirats Arabes Unis vont utiliser un stablecoin indexé à l'euro pour faire la transaction pétrolière, même pas en rêve, hein, on pourrait rêver, mais même pas en rêve, non. Et sinon, bah après, il y aurait le yuan, mais il n'y a pas encore, à ma connaissance, de stablecoin indexé sur le rouble ou le yuan, donc ça n'existe pas. Donc jusque-là, comme je vous disais, 90 à 95% des stablecoins aujourd'hui sont indexés au dollar. Donc, à part si j'utilise des crypto-monnaies, notamment pas indexées sur des cours, mais je trouverais ça dangereux quand même, notamment, oui, parce que ça reste fluctuant. Bon, alors si j'utilise le Bitcoin peut-être, ou Ethereum, ou le XRP, ça c'est une éventualité, mais XRP ce serait plutôt pour assurer les transactions, et pas pour payer ou vendre en XRP. Voilà. Donc, par contre, je pense que c'est le début de quelque chose, parce que demain, il y aura des stablecoins indexés sur le yuan, sur le rouble, et là, effectivement, vu que c'est les BRICS, et qu'en plus, les Émirats Arabes Unis, désormais, travaillent avec les BRICS, c'est quelque chose qu'on peut subodorer, oui. Mais là aussi, ça devient intéressant dans le sens où les crypto-monnaies, on voit que c'est bien plus que investir, ou c'est bien plus qu'une technologie. C'est en fait devenu carrément un écosystème monétaire, qui est en train de concurrencer l'écosystème monétaire traditionnel que l'on connaît avec le dollar, les monnaies fiat comme l'euro, etc. Et donc, c'est pas compliqué. Dans 10, 20, 30 ans, si on continue sur cette lancée, eh bien, il n'y aura plus. Je pense que je m'avance pas trop en disant déjà, il y aura plus d'euros. L'euro, nous, on est au fond du trou, donc c'est qu'une question de temps avant que l'euro chute définitivement. Il suffit en fait de voir les exemples du Venezuela, de l'Argentine, et tous les autres pays, comme le Liban également, qui ont vu une hyperinflation galopante sur leur territoire, une monnaie fiat qui ne vaut plus rien, et donc derrière, qu'ont fait les citoyens? Ils sont réfugiés dans le Bitcoin. Voilà. Et je pense que ça va être généralisé, puisque de toute façon, le destin des monnaies fiat,
on l'a vu à travers l'histoire, c'est de finir par disparaître, à cause justement des dettes. Voilà. Et donc là, on va passer justement par la transition avec les dettes, on va passer aux actualités économiques, donc un peu générales. Un premier article donc de Les Échos, Moody's retire leur triple A aux États-Unis. Donc après Standard & Poor's en 2011 puis Fitch en 2023, Moody's prive les États-Unis de la note maximale en raison de la hausse de l'endettement des États-Unis et de son coût pour le budget fédéral. Bon ben voilà, donc du coup on voit bien que là les dettes, la crise des dettes ne fait que s'empirer, mais pour tout le monde, c'est-à-dire que ce soit pour les États-Unis, et par contre ce qui est vraiment abusé, ce que je trouve personnellement abusé, c'est qu'ils aient retiré donc un A aux États-Unis et nous la France, qui sommes vraiment bien pires en termes de dette par rapport à notre PIB, je rappelle c'est toujours par rapport au PIB, et que nous on n'a pas la force d'un dollar pour nous sauver, eh bien on nous a conservé nos notes. Donc là, il faudrait vraiment expliquer comment fonctionnent les agences de notation parce qu'il y a quelque chose quand même qui colle pas. Donc, malgré tout cela, effectivement, on voit qu'on est dans une spirale où les dettes inquiètent de plus en plus les institutions. Et pour faire le lien avec le Bitcoin notamment et tout, eh bien, c'est vrai que ce serait pas étonnant qu'on ait, d'après les institutionnels, les financiers et tout, une porte de sortie sur la crise des dettes et la crise des monnaies fiat, en fait. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, une porte de sortie sur quelque chose qui permet justement d'être décentralisé et surtout hors du système. Et là, il n'y a rien de mieux que le Bitcoin et l'or. Voilà. Donc, est-ce que les élites, justement, ne se réfugient pas sur le Bitcoin uniquement pour avoir leur part du gâteau, mais également pour échapper à la future crise majeure qui risque de nous tomber dessus avec la crise des dettes? C'est une question qu'on peut se poser. Ensuite, là, j'ai un article de Reuters, donc Trump, ça y est, est en train de critiquer Powell, en fait, sur tout ce qui est l'aspect de sa politique de réserve fédérale, puisque Jerome Powell, donc le président de la réserve fédérale américaine, ou de la banque centrale américaine, refuse de baisser les taux directeurs, contrairement à ce que souhaite Trump. Et pourtant, c'est Trump qui a mis Jerome Powell, lors de son premier mandat, à la tête de la réserve fédérale américaine. Donc là, on voit bien qu'il y a un combat où il y a l'indépendance de la réserve fédérale américaine de plus en plus critiquée et il y a de plus en plus de pression sur la réserve fédérale américaine et en fait, Trump veut que la réserve fédérale américaine baisse ses taux directeurs pour relancer en fait les vannes des crédits de l'économie et en gros pour relancer quelque part aussi la planche à billets et faire exploser de nouveau les marchés boursiers, les investissements sur le sol américain, mais en même temps, si la réserve fédérale américaine donc, baisse ses taux directeurs trop tôt, eh bien, ça va y avoir aussi une relance de l'inflation. Donc, je pense que c'est ça le problème aujourd'hui. On assiste quelque part à la fin du système où, quoi que l'on fasse, eh bien, c'est un peu jouer entre la peste et le choléra, parce que si on baisse trop les taux directeurs, c'est l'inflation qui repart, et si on augmente trop les taux directeurs, vous bloquez quelque part l'économie et vous créez une récession. Voilà. Donc là, c'est un peu en jouant entre le marteau et l'enclume, quoi. Et bon, en tout cas, Trump, lui, vise plutôt pour une autre stratégie que celle de Jerome Powell, donc à voir ce que ça va donner par la suite, si Jerome Powell va céder à la pression ou pas. Et ensuite, là, voilà, on peut dire ce qu'on veut de Donald Trump, mais quand je vous dis que c'est un businessman de folie, c'est quoi? Donc là, on a carrément un communiqué de la Maison-Blanche, où ça y est, donc le président Donald Trump a sécurisé un accord historique de 600 milliards de dollars d'investissement avec l'Arabie Saoudite. Et ça, c'est une seule partie de ce qu'il a fait, parce qu'il a fait un petit tour donc, au Moyen-Orient. Et donc là, Fox News le dit très bien. Durant son petit tour, Trump a sécurisé en fait 3 deals avec 3 pays du Moyen-Orient en un seul voyage. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a carrément fait un partenariat, donc c'est listé après dans l'article. Donc, il a fait d'abord un partenariat avec l'Arabie Saoudite de 600 milliards de dollars. Donc, notamment, ça inclut donc des partenariats avec des entreprises comme Google, Uber, Salesforce, AMD, donc aussi tout ce qui est l'intelligence artificielle et les technologies. Il a fait également un petit tour au Qatar, où là, il a carrément un plan de 1,2 trillion de dollars, comme vous pouvez voir ici. Totalement du délire, notamment avec le Qatar Airways. Donc il y aura des travaux entre les technologies de l'aviation américaine et du Qatar. Et puis il a fait un petit tour aux Émirats Arabes Unis, où là il a sécurisé un deal commercial de 200 milliards de dollars. Rien que ça.
Donc, et il parle aussi sur 10 ans d'un deal de 1,4 trillion de dollars d'investissement sur le sol américain. Du délire. Donc il a dépassé au total son petit voyage, a scellé un deal de plus de 2 trillions, je parle même pas de milliards, je parle de 2 trillions de dollars. Et ça, vous le voyez pas sur les chaînes, enfin j'ai pas vu d'article. C'est là où on voit vraiment aussi le sens unique dans les médias français. Je n'ai pas vu, notamment dans d'autres articles de presse, de journaux d'articles, qui précisent les faits sur Donald Trump. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire en un voyage, en 100 jours. Il a fait plus que notre Macron premier, lui, en 10 ans, quoi, quasiment. Et en parlant de Macron premier, si vous voulez rigoler un peu, bon, on passe à la suite. Donc là, j'ai un article de latribune.fr, Choose France. Macron annonce une salve record de 20 milliards d'euros d'investissement. Bah oui, c'est énorme. C'est clair, c'est magique. Alors, c'est vrai que par rapport aux États-Unis, le ratio est forcément. Voilà. Mais par exemple, la dette américaine, c'est 30 000 milliards. Donc, Trump, en sécurisant un deal de plus de 2 trillions de dollars, il a fait un deal qui est le 10% quelque part, en gros, hein, entre 8 et 10% de la dette américaine. Nous, on parle de 20 milliards, on dirait que c'est une énormité, sauf qu'on a 3 000 milliards de dettes. Donc là, on parle, en gros, par ratio, de 1-2% de notre dette, quoi. Bon, et la différence, c'est là où c'est marrant, c'est que en gros, c'est pas encore acquis à 100% d'après ce que j'ai compris, c'est quelque chose qui va avoir lieu. Donc la différence, là aussi, elle est flagrante entre les politiques américains et les politiques français ou même européens, c'est que donc aux États-Unis, c'est on a fait, en France et en Europe, c'est on va faire. Voilà, sauf qu'on sait ce que ça veut dire, on va faire. On va rien faire. Voilà, donc après, je dis pas que ça va pas avoir lieu, hein, mais quand même l'impression qu'on nous prend vraiment pour des jambons de façon phénoménale. Et ça, au moment, comme par hasard, vous voyez, ça a publié le 16 mai, au moment où Trump fait son tour du monde du Moyen-Orient, quoi, entre guillemets. Bon, allez, c'est juste pour rigoler. Ça reste une bonne nouvelle, hein, si on a 20 milliards, mais bon, dans ce cas-là, il faudrait résoudre la dette de 3 000 milliards de l'autre côté, quand même, un petit peu. Bon. Donc ensuite, prix du baril. Donc là, c'est pour le cours du baril. On est à 65,41$ le prix du pétrole. Donc c'est une très bonne nouvelle, puisque ça veut dire que les cours du baril de pétrole baissent. Et donc, on va avoir un prix qui a baissé à la pompe. Ensuite, je continue toujours avec cette fois les chiffres du CAC 40 et du S&P 500. Donc on voit bien que là, ça remonte. Vous voyez, la bourse remonte bien, que ce soit au niveau mondial, enfin au niveau européen en tout cas, et américain. Puisque le CAC 40 a même repris des couleurs avec plus 8,36%. Donc incroyable. Sur l'espace de 6 mois, et le S&P 500 lui a pris plus 1,10%. Donc on voit bien qu'on est en train de rattraper totalement. On a même dépassé, vous voyez, la chute des tarifs douaniers de Donald Trump. Donc ça, c'est du passé sur les marchés boursiers. Plus aucun effet. Donc quand il va y avoir des bonnes nouvelles sur les tarifs douaniers avec des pays qui ont de plus en plus commencé à dire ça y est, on a un deal avec les États-Unis, eh bien les marchés ont vraiment redécollé, en fait. Bon. Et enfin, le cours de l'or. Voilà, alors le cours de l'or a un peu baissé. Regardez un peu cette semaine, enfin ce mois-ci plutôt. Alors je vais mettre en semaine, ce sera plus flagrant. On voit bien que là, on a eu une petite baisse cette dernière semaine sur le cours de l'or. On a eu un petit creux. Alors, ça reste un creux léger, hein. Je vous rappelle que on a atteint un pic. Vous voyez, on était à 95, 96, on va dire euros le gramme. 24 carats, on a eu un creux jusqu'à 90. Alors ça quand même, c'est assez flagrant de voir la volatilité de l'or désormais. Ça, c'est quelque chose que l'or avant ne faisait pas. Là, on voit qu'il a fait du moins 3% en une semaine. Et c'était donc du moins 4, moins 5 quand il était au creux ici à 90 euros le kilo, enfin le gramme 24 carats. Donc là aussi, on voit que c'est pas des choses aussi sur l'or, que l'or nous dit quelque chose, c'est qu'il y a de plus en plus de volatilité partout, en fait. Même sur les valeurs refuges, comme on ne parle même pas du Bitcoin, bien évidemment. Donc on voit quand même qu'on est dans une période d'incertitude, hein, clairement. Mais une chose est sûre, on reste sur des valeurs refuges, à mon sens. L'or, parce que là, ça a baissé cette semaine, mais on voit bien que sur 3 mois, il n'y a pas photo. L'or, voilà, il a fait plus 3%. Surtout.
3 mois, il a fait plus 2,5%. On voit que l'or reste vraiment la valeur refuge par excellence en termes de tangibilité. Vous avez maintenant le Bitcoin. Je pense aussi à l'argent. Je pense que la semaine prochaine, je ferai vraiment un point focus sur l'argent parce que l'argent n'a pas bougé. L'argent continue de creuser son ratio par rapport à l'or. Et je pense qu'il va y avoir un énorme rattrapage sur l'argent parce que il y a une demande qui s'accentue sur l'argent, sur tous les niveaux, dans l'industrie, dans les panneaux solaires, enfin, l'IA, l'intelligence artificielle, les composants au sein des ordinateurs. Voilà. Et en parallèle, le prix, lui, ne bouge pas. Donc il y a une suppression, là. On voit qu'il y a quelque chose d'artificiel qui est en train de se dérouler sur le cours de l'argent. Tout le monde fait en sorte que les cours de l'argent restent bas pour le moment, malgré la forte demande, pour pas justement se faire exploser sur les prix. Notamment, on parle des industriels et tout. Mais il y a un moment, cette manipulation enfin, va éclater. Elle ne pourra pas contenir les prix ad vitam aeternam, puisque c'est pas jouable. Donc il y a un moment où l'argent, je serais pas étonné qu'il nous fasse un bull run de folie à lui tout seul. Voilà. Donc sur ce, bah, écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses, que bah, vous pouvez mettre un like si vous avez aimé la vidéo, ne pas mettre des commentaires également pour me dire ce que vous en pensez. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous dis à bientôt, je vous fais la bise, ciao, prenez soin de vous.